Imaginez une silhouette qui ne cherche pas la lumière, mais la redessine en passant. Elle traverse la scène comme un murmure, l'ombre nette d'une nuque, un profil à l'ancienne, et ce calme souverain que Paris reconnaît immédiatement comme un secret bien gardé. On l'appelle Louise Robert. Pas une star criarde, pas une hit girl en quête d'algorithme, une présence. Le jour de beauté française, droite, taillée, presque glaciale, qui ne s'excuse pas d'exister et ne réclame rien. Elle s'impose en silence, et ce silence devient style. Sur les podiums, son pas est mesuré, volontaire, presque antique. Il rappelle qu'une robe de haute couture n'est pas une armure, mais une confession d'atelier et que le corps qui la porte doit savoir se taire pour mieux la laisser parler. Quand elle apparaît chez Chanel en haute couture en 2024, certains chuchotent « muse », d'autres « apparition ». Tous, pourtant, notent cette capacité rare, rendre la modernité plus nette précisément parce qu'elle n'en force aucun effet. Elle disparaît ensuite des réseaux comme on referme un livre à la relure précieuse. Son image subsiste, intacte, dans la mémoire visuelle de ceux qui l'ont vue passer. Et si en 2025 son nom continue de circuler dans les salons feutrés, c'est que sa promesse tient encore, celle d'une fantôme élégant du XXIe siècle qui a compris qu'au cœur du vacarme, l'arme la plus tranchante reste l'élégance tenue, presque inaudible. Elle a défilé pour la haute couture de Chanel en 2024, le reste, elle le garde pour plus tard. Née dans une petite ville de l'ouest de la France, Louise Robert grandit loin des vitrines illuminées et des tapis rouges qu'elle foulera un jour. Son univers d'enfant se compose de façades en pierre usées par le vent, de rues où le bruit des pas résonne plus fort que celui des voitures, et d'une maison familiale où l'ordre et la discrétion étaient des vertus aussi naturelles que l'air que l'on respire. Sa mère, professeure de lettres, nourrissait une passion silencieuse pour la littérature du XIXe siècle et avait transmis à sa fille le goût des récits où l'élégance se cache dans la retenue. Son père, ingénieur naval, passait de longs mois en mer, laissant dans la maison un mélange d'absence et de respect presque solennel pour ses retours. Louise, enfant, n'avait rien d'exubérant. Les voisins la décrivaient comme polie, mais ailleurs. Cette petite fille qui semblait toujours regarder un point que les autres ne voyaient pas. À l'école, elle n'était ni la plus brillante ni la plus populaire. Sa différence se logeait ailleurs, dans cette posture droite, presque inconsciente, et ce regard franc qui déjà savait soutenir une attention sans se troubler. Contrairement aux adolescents de son âge, obsédés par les réseaux sociaux naissants et la validation numérique, Louise trouvait refuge dans les pages d'un carnet, où elle griffonnait des silhouettes, des textures, des idées de costumes inspirées des vieux films que sa mère projetait parfois le soir. Son adolescence fut marquée par un paradoxe, un désir de se fondre dans la masse, mais une incapacité totale à y parvenir. Trop grande pour se cacher au fond d'une salle de classe, trop réservée pour imposer sa voix, elle devant l'élève qu'on remarque sans comprendre pourquoi. Elle n'avait pas besoin de chercher l'attention, elle l'attirait malgré elle, et ce magnétisme discret fut son premier vrai capital dans un monde qui bientôt chercherait à l'exploiter. La culture familiale joua un rôle subtil mais déterminant. Dans ce foyer, on valorisait la qualité des mots, la précision des gestes, la patience des processus. Louise assimila sans le savoir un langage du corps qui ne relevait ni de la mode ni de la séduction. Il relevait de l'assurance tranquille. Les rares photographies de famille montrent une jeune fille aux cheveux bruns tirés en arrière, un menton légèrement relevé, le regard fixé droit à l'objectif, comme si elle avait déjà compris que l'appareil photo pouvait être une scène et qu'il fallait y tenir sa place. Mais l'élégance, chez elle, n'était pas seulement une affaire de sang ou d'éducation. Elle avait connu aussi les petites humiliations des environnements provinciaux, où la différence, quelle qu'elle soit, devient vite une étiquette. Sa taille inhabituelle lui valut moquerie et sobriquet. Ses silences furent interprétés comme de l'arrogance. Dans les cours de récréation, elle apprit à encaisser sans riposter, à faire de cette distance un espace sûr. C'est dans cette capacité à rester droite, quand tout pousse à se courber, que se forgea la base de son futur charisme sur les podiums. Vers 16 ans, alors que la plupart de ses camarades se projetaient dans des études classiques ou des emplois locaux, Louise se contentait de répondre « je verrai » aux questions sur son avenir. Elle ne savait pas encore que ce « je verrai » serait le prélude à une trajectoire improbable, propulsée par un enchaînement d'instants minuscules, un hasard, une rencontre, un regard prolongé. Derrière la façade tranquille de cette adolescence se préparait une énergie latente, prête à éclore à la moindre fissure dans l'ordinaire. Louise ne sortit pas de son enfance avec des rêves précis de mode ou de célébrité. Elle en sortit avec quelque chose de plus rare, une maîtrise instinctive de l'art de se tenir, de se taire et de laisser le monde venir à elle. Et dans une industrie obsédée par l'image, cette maîtrise-là allait bientôt valoir plus que toutes les ambitions affichées.
L'histoire commence un après-midi de printemps, un de ces jours où le ciel bas de l'Atlantique se fissure enfin pour laisser entrer la lumière. Louise, alors âgée de 17 ans, accompagne une amie dans une petite galerie d'art éphémère qui s'est installée sur la place principale de sa ville. L'exposition présente des photographies en noir et blanc, des portraits pris sur le vif et l'un des invités du vernissage n'est autre qu'un photographe parisien réputé pour son travail éditorial dans la mode. L'homme, la cinquantaine charismatique, s'appelle Bernard Clément. Il n'a pas l'habitude de se rendre dans cette région, mais une vieille connaissance l'a convaincu de venir exposer quelques pièces loin du tumulte parisien. Bernard remarque immédiatement Louise. Pas parce qu'elle cherche à être vue, au contraire, elle est en retrait, observant silencieusement une série de clichés. Mais il y a dans sa manière de se tenir, dans l'angle précis de son profil, une pureté de ligne qui accroche l'œil professionnel. Il s'approche, entame la conversation d'un ton neutre presque distrait, et lui demande si quelqu'un lui a déjà proposé de poser pour des photos. Louise, un peu surprise, répond qu'elle n'a jamais envisagé une chose pareille. Elle n'a même pas de compte Instagram actif, ce qui pour lui est un signe intrigant. Une beauté intacte, encore vierge de l'autopromotion frénétique. La proposition arrive rapidement. Bernard lui laisse sa carte, lui explique qu'il cherche un visage différent pour un projet personnel. Une série inspirée par les portraits classiques des années 1950. Il n'y a ni pression, ni promesse, juste une curiosité mutuelle. Louise hésite. Chez elle, la mode n'a jamais été un horizon concret. Ses parents valorisent les études, la stabilité et considèrent l'univers du mannequinat comme un monde superficiel et précaire. Sa mère, prudente, insiste pour se renseigner sur Bernard avant d'accepter. Les recherches confirment sa réputation. Il a travaillé avec des maisons prestigieuses mais garde un profil discret. Le premier shooting a lieu dans un atelier à Nantes quelques semaines plus tard. Louise porte une simple chemise blanche, les cheveux tirés en arrière. Bernard lui parle peu, mais ses instructions sont précises. Ne souris pas, respire, regarde au-delà de moi. C'est dans ce silence dirigé que se révèle sa présence. Pas d'affectation, pas de gestuelle forcée, juste une densité tranquille qui se traduit en images. Les tirages en noir et blanc dépassent toutes les attentes. L'un d'eux sera même exposé dans une galerie parisienne où il attire l'attention d'un agent de mannequin. Cet agent, Claire Morel, est connue pour repérer les talents atypiques. Elle n'aime pas les clones photogéniques sans histoire. Elle cherche les personnalités qui peuvent incarner une vision. En voyant les clichés de Louise, elle sent un potentiel rare, celui d'une jeune femme capable d'imposer une émotion sans artifice. Elle contacte Bernard qui organise une rencontre. Louise monte à Paris pour la première fois seule, intimidée par l'énergie dense de la capitale. Claire l'accueille dans une agence au style minimaliste, lui parle longuement de la réalité du métier, de ses exigences, de ses pièges. Contrairement à ce que Louise imaginait, il ne s'agit pas seulement de défiler ou de poser, il faut apprendre à incarner une image, à comprendre les codes, à maîtriser son corps dans des conditions parfois extrêmes. La réaction de ses parents est partagée. Son père, plus pragmatique, craint que cette opportunité ne l'éloigne de ses études et ne le laisse s'enfiler si la carrière s'interrompt. Sa mère, elle, perçoit une chance unique, à condition que Louise garde la tête froide. Elles conviennent d'un compromis. Louise fera un essai d'1 an, encadré par l'agence, tout en continuant ses cours à distance. Son premier casting est un baptême de feu. Dans une salle pleine de jeunes femmes venues du monde entier, toutes plus sûres d'elles-mêmes que les autres, lui sent son assurance vaciller. Les recruteurs demandent aux candidates de marcher, de tourner, de poser quelques secondes face à un appareil photo. Quand vient son tour, elle respire profondément, retrouve cette posture droite apprise depuis l'enfance, et avance avec une lenteur maîtrisée. Pas un sourire, pas de geste superflu, juste cette présence qui avait frappé Bernard le jour de leur rencontre. Elle n'obtient pas le contrat ce jour-là, mais un des directeurs de casting prend note de son nom. Quelques semaines plus tard, Chanel organise un repérage pour sa prochaine saison. Le hasard veut que Claire y présente Louise. Dans la salle, Virginie Viard, directrice artistique de la maison, observe avec attention. Quand Louise marche, il y a ce mélange rare de gravité et de fluidité qui, dans l'univers codifié de la haute couture, se remarque immédiatement. On lui demande de revenir pour un essayage. Le reste suivra. Ainsi, ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite dans une galerie provinciale devient un chemin tracé vers les lumières des podiums parisiens. Mais Louise ne s'illusionne pas. Elle sait que cette industrie, fascinée par la nouveauté, peut oublier aussi vite qu'elle encense. Peut-être est-ce cette conscience précoce qui donnera à son allure cette intensité contenue, comme si chaque apparition pouvait être la dernière. Son retour à Paris pour les essayages chez Chanel marque un basculement net. Louise Robert quitte l'ombre pour entrer, presque à contre-cœur, dans la pleine lumière. Les salons feutrés de la rue Cambon, avec leurs miroirs anciens et leurs escaliers mythiques, deviennent soudain le théâtre d'un moment qu'elle n'avait jamais imaginé.
Lorsqu'elle enfile pour la première fois une robe de la collection Haute Couture 2024, taillée sur mesure pour elle, elle se découvre à travers le regard des autres. Couturière, assistant, maquilleur, tout suspendu à la précision de ses mouvements. Ce n'est plus seulement une jeune fille de province, c'est un corps qui donne vie à des heures de travail artisanal. Une silhouette qui doit raconter une histoire sans dire un mot. Le défilé, en janvier, reste gravé comme un instant suspendu. Les projecteurs se lèvent, la musique enveloppe la salle et Louise, en tête de file, ouvre le show. Le tissu ivoire glisse sur sa peau comme une seconde respiration, et sa marche, lente et assumée, impose un rythme que même la musique semble suivre. Les photographes capturent ce moment où ses yeux, fixés droit devant, semblent traverser le public. Les critiques parlent d'une apparition hors du temps, d'un mélange de froideur et de douceur qui réinvente le classicisme français. Pour Chanel, c'est une victoire. Pour Louise, c'est une révélation. Elle sait désormais qu'elle peut dominer une scène entière sans hausser la voix. Dans les mois qui suivent, les propositions affluent. Dior la veut pour une campagne prêt-à-porter, Hermès l'imagine dans ses soies et Givenchy l'appelle pour un shooting conceptuel. Pourtant, elle choisit avec une précision presque déroutante, refusant certains projets trop éloignés de son univers. Là où beaucoup de mannequins de son âge accepteraient tout pour se faire un nom, Louise cultive déjà une image sélective. Elle préfère 3 collaborations marquantes à 10 apparitions oubliables. Ce contrôle de sa trajectoire impressionne les directeurs artistiques, qui voient en elle non pas un simple visage, mais une personnalité capable de servir une vision. Sa saison 2024-2025 devient un enchaînement de moments clés. Une couverture de Vogue Paris dans un décor dépouillé, où son regard seul tient l'image. Une campagne pour un parfum de niche, photographié au lever du jour dans les ruelles de Montmartre, et un final spectaculaire pour Valentino, vêtu d'une robe écarlate qui tranche radicalement avec la palette douce qu'on lui associe habituellement. Chaque apparition est calculée pour surprendre sans jamais rompre l'aura de mystère qu'elle entretient. Ce qui frappe les observateurs, ce n'est pas seulement son esthétique, mais son aisance à naviguer entre des univers opposés, la rigueur structurée de la haute couture et la fluidité instinctive de la mode éditoriale. En backstage, elle reste d'un calme désarmant, concentrée sur chaque détail de la tenue, sur le tombé d'un tissu, sur la justesse d'un geste. Les maquilleurs et coiffeurs louent sa capacité à s'adapter sans complainte, à se prêter aux transformations les plus audacieuses, tout en conservant une identité reconnaissable. Les médias commencent à la surnommer le fantôme élégant, en référence à sa rareté médiatique. Elle donne peu d'interviews, évite les tapis rouges superflus et son compte Instagram reste quasi vide, à rebours des habitudes de l'industrie. Ce silence volontaire intrigue autant qu'il fascine. Dans un monde saturé d'images et de confidences forcées, Louise choisit la rareté comme stratégie et paradoxalement, cette absence la rend omniprésente. La consécration arrive lors de la Fashion Week de Paris en mars 2025, où elle ouvre et clôture le défilé Chanel dans 2 tenues diamétralement opposées. Une épurée et blanche, presque virginale, l'autre noire et architecturale, auréolée d'un voile dramatique. Ce contraste devient un sujet d'analyse dans les médias spécialisés, qui y voient une métaphore de sa capacité à incarner à la fois la lumière et l'ombre, la tradition et la modernité. Louise atteint ainsi un point où son nom seul suffit à élever la valeur d'un projet. Mais cette ascension aussi rapide et impressionnante porte déjà les germes d'une tension. Jusqu'où peut-on rester maîtresse de son image dans une industrie qui exige toujours plus de visibilité ? Dans un milieu où la vitesse est loi et où la présence constante sur les réseaux sociaux devient presque un contrat tacite, Louise Robert choisit délibérément l'opposé, l'invisibilité calculée. C'est ce refus, presque radical, qui la distingue le plus nettement de ses contemporaines. Là où certaines construisent leur carrière en publiant chaque coulisse, chaque maquillage, chaque vol en avion privé, Louise se retire derrière un rideau invisible. Elle considère que ce qui n'est pas montré a plus de valeur que ce qui est surexposé. Lorsqu'un grand magazine américain lui propose une série d'interviews filmées dans son appartement parisien, elle décline poliment. « Mon intimité ne se monnaie pas ». Cette phrase, reprise dans quelques articles spécialisés, devient un manifeste involontaire. Cette posture ne relève pas de la timidité mais d'un choix stratégique. Elle refuse les contrats publicitaires qui l'obligeraient à s'afficher quotidiennement sur les réseaux, même lorsque les sommes sont astronomiques. Certaines marques tentent de la convaincre avec des campagnes glamour, des voyages de rêve, mais Louise sait qu'accepter ce rythme reviendrait à diluer cette aura qui fait d'elle un mystère. Les agences s'acquittent parfois, moins de visibilité, c'est aussi moins de demandes à court terme. Mais les directeurs artistiques des maisons les plus sélectives comprennent le jeu et la soutiennent, conscients que chaque apparition rare décuple sa valeur. Cette résistance s'exprime aussi dans ses choix esthétiques. Sur les podiums, elle refuse les démarches surjouées ou les poses artificielles qui séduisent l'instant mais vieillissent mal.
Elle impose une allure intemporelle, un maintien qui semble découler d'une autre époque. Dans un shooting pour un créateur émergent, elle insiste pour que les retouches photos soient minimales, refusant qu'on gomme une légère ombre sous ses yeux. C'est ma vérité, dit-elle au photographe, qui publie finalement les images brutes, un geste applaudi par les observateurs lassés des visages uniformisés. Louise n'hésite pas non plus à décliner des collaborations qui, sur le papier, pourraient booster sa notoriété. Quand une grande maison de luxe lui propose d'être l'égérie d'une ligne de cosmétiques éclaircissants destinée au marché asiatique, elle refuse catégoriquement, dénonçant en privé le message implicite que ce type de produit véhicule. Bien que ce refus ne soit pas communiqué publiquement, il circule en coulisses et renforce son image d'intégrité. Les mannequins plus jeunes commencent à la citer comme exemple, prouvant qu'il est possible de tracer une carrière solide sans céder à toutes les demandes du marché. Elle se distingue également par sa manière de gérer la presse. Dans les rares interviews qu'elle accorde, elle parle peu d'elle-même, préfère évoquer le travail des artisans, des stylistes, des petites mains de l'atelier. Cette humilité contraste avec les récits centrés sur l'ego que l'on retrouve souvent dans les médias mode. En refusant de se mettre constamment au centre de la narration, elle déplace subtilement l'attention vers l'essence même du vêtement. Les journalistes, frustrés de ne pas obtenir d'aveux personnels, finissent pourtant par reconnaître que cette distance nourrit la fascination. Ce rapport au silence et à la sélection trouve un écho dans ses prises de position plus discrètes mais fermes. Lors d'un défilé pour une marque internationale, elle apprend que certaines ouvrières qui ont produit les pièces sont payées en dessous des standards éthiques. Elle interpelle en privé le directeur artistique, exigeant de garanties pour continuer à travailler avec eux. La discussion est tendue, mais quelques mois plus tard, la marque annonce des réformes internes. Officiellement, on ne mentionne pas son rôle, mais dans l'industrie, beaucoup savent que sa voix a compté. Enfin, Louise s'autorise des absences que peu de mannequins osent. Entre deux Fashion Week, elle disparaît pendant plusieurs semaines pour voyager seule, souvent dans des endroits éloignés de toute scène médiatique. Un village en Islande, une retraite au Japon, un séjour dans les montagnes espagnoles. Ces parenthèses, loin d'affaiblir son impact, le renforcent. À chaque retour, sa présence semble plus dense, comme si le monde avait eu le temps de ressentir son absence. Dans une époque obsédée par la surenchère d'images, Louise Roberts est une figure d'anomalie assumée. Elle ne cherche pas à séduire tout le monde, et c'est précisément ce qui la rend inoubliable pour ceux qui la voient passer. En se tenant à l'écart du bruit, elle rappelle que la mode, au fond, n'a jamais été une question de quantité, mais d'instant, et chaque instant qu'elle offre, elle le contrôle intégralement. La disparition de Louise Robert des podiums ne s'est pas produite en un seul choc, mais par une série de fissures invisibles qui, peu à peu, ont dérodé son envie de rester. Après la saison triomphale de 2025, elle continue d'honorer quelques contrats, toujours choisis avec soin, mais quelque chose a changé. Les voyages incessants, les attentes irréalistes et la pression pour se montrer de plus en plus finissent par entamer cette sérénité qu'elle avait toujours protégée. L'événement déclencheur survient lors d'un shooting en Italie. Louise remarque que plusieurs membres de l'équipe travaillent sans pause depuis des heures, dans des conditions épuisantes. Fidèle à ses principes, elle en parle à la production. La réponse, sèche et condescendante, « ce n'est pas ton rôle », lui laisse un goût amer. Elle comprend que, malgré son statut, elle reste une pièce remplaçable dans une mécanique qui ne s'arrête jamais. Peu après, un drame personnel bouleverse tout, la mort soudaine de son père, en mer. Cet homme, absent mais central dans sa vie, laisse derrière lui un vide que ni la gloire ni les honneurs ne peuvent combler. Louise se retire pour soutenir sa mère, laissant ses agents gérer les refus. Les podiums, autrefois stimulants, lui paraissent soudain vides de sens. Les mois passent et son absence intrigue. Les rumeurs se multiplient, burn-out, conflits avec des maisons de couture, projets secrets. Quelques clichés volés la montrent à Tokyo, non pas en défilé, mais dans une librairie de photographie. Les réseaux s'enflamment, mais elle garde le silence. Dans une rare confidence à une amie, elle lâche « La mode veut que tu sois partout, tout le temps. Moi, j'ai besoin d'être quelque part pour de vrai. » Cette phrase cristallise la raison profonde de son retrait, un refus d'exister uniquement par l'image. En 2026, elle accepte un unique projet, un livre photo sur l'artisanat de la couture, puis disparaît à nouveau. Pas de communiqué, pas d'adieu officiel. En 2027, son nom a presque disparu des castings, remplacé par d'autres visages. Pourtant, dans les cercles qui connaissent l'histoire, son absence est vue comme un geste rare, celui d'une femme qui a choisi de partir avant que le monde ne se lasse d'elle. Aujourd'hui, le nom de Louise Robert circule encore, mais comme un parfum rare que l'on reconnaît au détour d'une rue, plutôt qu'un logo en vitrine.
Sa carrière, brève mais fulgurante, n'a pas laissé derrière elle une avalanche d'images, mais quelques instants d'une intensité telle qu'il semble intouchable par le temps. Les amateurs de mode parlent encore de cette ouverture du défilé Chanel 2024 comme d'une apparition mythique. Les photographes évoquent la précision de sa gestuelle, ce regard qui semblait défier l'objectif tout en l'acceptant. Son héritage ne se mesure pas en contrats signés ou en couvertures accumulées, mais en une philosophie silencieuse. Celle qu'on peut exister dans la mode sans se livrer totalement, qu'on peut marquer un public par la rareté plutôt que par la saturation. Elle a rappelé qu'un mannequin peut être un interprète, pas seulement un support, qu'un corps peut raconter une histoire qui n'appartient pas aux tendances éphémères. Dans les écoles de stylisme, certains enseignants projettent encore ces photos pour illustrer l'élégance intemporelle. Et dans les cercles plus confidentiels, son nom se murmure comme un code. Celui d'une femme qui a su dire non, qui a quitté la scène avant que la scène ne se lasse d'elle. Peut-être qu'un jour elle reviendra, comme elle est partie, sans annonce, sans tambour, simplement en traversant un podium et en laissant à nouveau la lumière se redessiner autour d'elle. Ou peut-être pas. Car, comme le disait un vieux couturier qu'elle admirait, la vraie élégance, c'est de savoir quand disparaître. Et si finalement, le monde n'avait pas oublié Louise Robert, mais avait simplement cessé de se souvenir à voix haute ?